Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Après la COP28, quelle stratégie pour les acteurs pétrogaziers? Je suis Rim Barhab, senior économiste au Policy Center for the New South et j'aurai le plaisir de modérer cette session aujourd'hui. Donc, nous sommes donc réunis ici pour discuter des défis et des opportunités auxquels les acteurs du secteur pétrolier et gazier sont confrontés, notamment suite aux récentes résolutions de la COP28 qui s'est tenue en décembre dernier à Dubaï. Donc, cette COP28 a réaffirmé l'urgence de lutter contre le changement climatique et de limiter le réchauffement global à 1,5 degré Celsius. L'accord qui en a découlé appelle notamment à la suppression progressive des énergies fossiles. Donc, bien évidemment, cela pose un défi de taille pour ce secteur, en particulier pour les pays africains dont les économies dépendent fortement des hydrocarbures. Mais en même temps, cette transition énergétique ouvre également de nouvelles perspectives, celle du développement d'activités innovantes, de la diversification des portefeuilles d'investissement et l'accès à de nouveaux marchés, entre autres. Mais pour saisir ces opportunités, il est donc crucial pour les acteurs pétro-gaziers adaptent leur stratégie en intégrant pleinement les enjeux de cette transition. Donc, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir trois éminents experts pour discuter de ces questions qui sont très complexes. Donc, on a avec nous l'honneur d'avoir avec nous Madame Amina Ben Khadra, qui est directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, qui nous parlera notamment des stratégies et des initiatives innovantes au sein de l'ONU. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mahaman Lawan Gaya, qui est conseiller en pétrole du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, qui partagera avec nous ses perspectives sur les défis et les opportunités spécifiques pour le Niger dans ce contexte de transition. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Francis Perrin, qui est Senior Fellow au Policy Center for the New South et spécialiste des marchés de pétrole et de gaz, qui nous fournira une analyse approfondie sur les tendances du marché et des stratégies d'investissement les plus pertinentes pour les acteurs pétrogaziers. Donc, nous commencerons ce webinaire par un échange, un tour de table avant d'ouvrir l'espace à un moment d'échange avec des questions qui seraient recueillies de la part de nos auditeurs, pardon. Donc, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à notre première intervenante, donc Madame Amina Ben Khadra. À votre avis, que pensez-vous de la résolution qui est ressortie de la COP28, notamment en ce qui concerne la suppression progressive des énergies fossiles, sachant que le gaz naturel constitue une source d'énergie clé notamment pour la transition énergétique de nombreux pays en développement, dont le Maroc. Euh, Tout d'abord, merci Rim et merci au Policy Center pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet d'extrême importance pour les économies, l'humain et pour la planète de manière générale, puisque nous sommes tous convaincus de la nécessité d'une transition énergétique rapide et qui devra répondre aux enjeux du changement climatique et au respect des dispositions qui étaient déjà prises à la COP15 de Paris, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. Et entre la COP 25, la COP 15 et la COP 28, regardez combien de COP se sont déroulées, que de réunions et que de discussions et que de positions prises par les différents acteurs au niveau de cette problématique. Et ils sont nombreux parce qu'il y a les États, il y a les entreprises, il y a la société civile. Et donc nous sommes tous concernés. C'est vrai que la COP 28 a marqué un tournant par cette orientation qui a été prise de sortir des énergies fossiles, mais il n'y a pas que cette disposition-là, parce que pour accompagner cette transition énergétique, il y a des enjeux majeurs d'accompagnement également des pays du Sud pour pouvoir faire face aux enjeux et aux défis auxquels ils sont confrontés. Et il y a un certain nombre de principes qui devraient accompagner le même souci de sortir des énergies fossiles. C'est donc comment monter en puissance dans les énergies renouvelables, notamment dans les pays du Sud, comment renforcer les mesures d'adaptation, comment mettre en œuvre effectivement les financements climatiques qui doivent accompagner les différents défis auxquels beaucoup de pays sont confrontés. Et on sait que malgré les décisions qui ont été prises il y a déjà quelques années, et notamment lors de certaines COP, on a parlé d'investissements importants de 100 milliards de dollars pour les pays en développement, mais on a très peu vu en termes d'exécution.
Et donc, en ce qui concerne les énergies fossiles et leur sortie totale, bon, c'est en termes de principe, ça reste un principe parce que quand on voit les besoins de la planète en termes de croissance humaine, en termes de besoins pour la croissance d'un certain nombre de continents, dont le continent africain et d'autres qui sont encore dans une pauvreté énergétique, quand on voit, euh, on a disons, une obligation de nous mobiliser pour accompagner les pays qui ont besoin de pouvoir financer leur transition, mais en même temps, on sait que le monde va continuer à accroître ses besoins en énergie. Et quand on voit l'ensemble des grandes institutions qui publient des statistiques et des prévisions à l'horizon 2030, 2040, 2050, les énergies fossiles, qui représentent plus de 81% aujourd'hui du mix énergétique, vont descendre à des chiffres autour de 60% et 40% à l'horizon 2050. Donc, les énergies fossiles restent encore dans le mix énergétique. Certes, le charbon va disparaître et le premier, et de plus, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a beaucoup de mal à financer des centrales à charbon. Le fuel va également baisser, le gaz baisse, mais il reste important dans le mix énergétique et il tournera autour de 20% à l'horizon 2050. Et le gaz naturel, quelles que soient les hypothèses que nous faisons, reste une source extrêmement importante pour la croissance au niveau de la planète et en même temps, c'est la colonne vertébrale de la transition énergétique. Et ça, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Et donc, il faut continuer à investir dans le gaz parce que même si il y a une accélération du développement des énergies vertes et des énergies renouvelables, leur intermittence doit être accompagnée d'une énergie de base facile à déployer pour répondre à ces intermittences et le gaz est le plus adapté pour ça. Le gaz émet beaucoup moins d'émissions de CO2 et donc pour moi, quelle que soit cette position qui a été adoptée à la COP28, le gaz reste prioritaire dans le mix énergétique et restera, malgré une baisse pas très importante, dans le mix à l'horizon 2050. Donc ce gaz doit être développé. On doit continuer à financer un certain nombre de projets dans le gaz et l'Afrique en premier lieu est très concernée dans la mesure où il y a beaucoup de découvertes de gaz dans notre continent. C'est le continent aussi qui émet le moins, qui a besoin de se développer. Donc on est en responsabilité de pouvoir accompagner ce continent pour au moins faire accéder les 600 millions de personnes qui n'ont pas encore aujourd'hui accès à l'énergie, à une énergie durable. C'est de permettre également le développement industriel d'un certain nombre de secteurs qui ne demandent qu'à disposer d'une énergie durable pour pouvoir se développer, créer des emplois. Et donc, pour moi, le gaz restera une priorité pour le continent africain et nous continuerons à le défendre comme étant un gaz de transition nécessaire à l'évolution de nos besoins énergétiques. Voilà un peu de manière sommaire. Mais en même temps, en parlant donc de la réduction des énergies fossiles, je voudrais juste rappeler qu'un certain nombre d'entreprises qui sont impliquées dans le oil and gas, et notamment les majors, ont depuis d'ailleurs la COP 15 de Paris déployé des stratégies qui leur permettent de développer davantage les énergies vertes, de se positionner comme des futures entreprises dans l'énergie et non pas uniquement dans le pétrole et le gaz, avec une intégration qui va jusqu'à la production d'énergie verte, mais aussi d'acteurs dans le secteur de la distribution. Quand vous prenez le cas de Total, de BP, de Shell, ils ont tous des stratégies de décarbonation, mais tout en gardant le pôle oil and gas comme étant également une source de revenus pour financer ces investissements capitalistiques de la transition énergétique. Donc, on est là, si vous voulez, entre deux chaises. Il faudra réduire les énergies fossiles, mais ce sera surtout le cas du charbon et du fioul. Le gaz restera très important, enfin significativement dans le mix énergétique, et je pense on doit se faire à cette situation. Merci beaucoup, Madame Bentoudra. En effet, vous avez mis l'accent sur un élément important. Peut-être la transition énergétique euh, ne va pas se concrétiser du jour au lendemain. Elle est progressive. Elle demande aussi des mesures proactives d'accompagnement pour justement ne pas tomber dans une situation de perturbation ou d'approvisionnement énergétique, notamment au sein de l'Afrique. Et on sait à quel point
elle est confrontée à de nombreux défis, dont l'accès à l'énergie. Donc, au final, il y a l'importance de maintenir ce triangle de sécurité énergétique, durabilité, mais aussi développement économique durable. Donc, je me tourne à présent vers vous, monsieur Maham Lawan Kaya. Donc, le Niger est un pays pétrolier. En plus de l'exploitation de ces champs existants, ils cherchent également à attirer davantage d'investissements pour explorer et développer de nouveaux champs pétroliers. Donc, ma question, c'est dans quelle mesure les hydrocarbures continueront-ils à jouer un rôle dans l'économie du Niger à moyen et long terme, et comment les acteurs pétrogaziers peuvent-ils préparer leur transition vers des énergies plus durables? Bien, merci beaucoup. Euh, Avant d'entamer mes propos, je dois remercier Monsieur Francis Perrin, un ami, pour avoir eu quand même le mérite de m'inclure dans ce débat. Et je pense que ce ne serait certainement pas la dernière fois que je dois participer à ce genre de débat. D'autant plus que mon pays, le Niger, est un pays qui n'est pas très bien connu sur le plan pétrolier. On a beaucoup plus tendance à connaître le Nigeria parce que le Nigeria, qui est une puissance même mondiale, parce que je crois que ça doit être la sixième puissance mondiale en termes de production pétrolière. Donc, le Nigeria a tendance à masquer le Niger. Certes, le Niger est un pays pétrolier, mais vous allez me permettre l'expression, c'est un pays très jeune dans le domaine pétrolier. Parce que, pour rappel historique, l'aventure pétrolière du Niger a commencé dans les années 50. Et là aussi, je dois préciser que pour pouvoir donc mieux introduire et présenter mon pays, le Niger, vous allez donc me permettre d'être, de grignoter un peu dans les 5 minutes que vous m'avez accordées. Donc, pour pouvoir donc mieux faire connaître le Niger, parce que le Niger est véritablement un pays qui n'est pas très bien connu sur le plan pétrolier. Et c'est maintenant que nous sommes en train de faire les efforts nécessaires pour le faire. Donc, je disais que l'aventure pétrolière nigérienne a commencé dans les années 50. C'est dans les années 50, justement, que les toutes premières recherches pétrolières ont commencé au Niger. Mais il a fallu un demi-siècle, donc en 2008, pour que la première aventure véritable, donc pétrolière, commence. Et c'est à ce moment-là qu'à la faveur de la crise de subprime, qui a vu le prix du baril de pétrole monter jusqu'à 147,48 $ le baril. Donc, les réserves qu'il y avait dans le sous-sol nigérien qui avaient été prouvées et qui étaient de l'ordre de 256 millions de barils de pétrole. Donc, ces réserves-là ont attiré beaucoup d'investisseurs et c'est à ce moment-là que le gouvernement du Niger a signé un contrat de partage de production avec une société pétrolière chinoise, la CNPC. Donc, à la faveur donc, de la signature de ce contrat de partage de production, donc, nous avons attribué le bloc qu'on appelle le bloc d'Agadem. Mais je dois préciser aussi que le Niger est un pays qui est assis, si vous permettez le terme, sur un bassin sédimentaire. Bassin sédimentaire, c'est un réceptacle des hydrocarbures, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux. Et aussi, je dois dire que le Niger est un pays qui est géographiquement et géologiquement coincé entre des puissances pétrolières africaines. Vous avez au nord du Niger, la Libye, l'Algérie, qui ont des productions qui vont jusqu'à 1,7 million de barils par jour. Vous avez au sud le Nigeria, qui a une production qui va jusqu'à 2,3 millions de barils par jour. En ce moment, ils sont en train de négocier avec des multinationales pour pouvoir augmenter cette production à 6 millions de barils par jour. Donc, vous voyez bien que le Niger coincé avec 90% des bassins sédimentaires, il est clair que le Niger est à terme une puissance pétrolière, donc millionnaire en termes donc, de production pétrolière. Donc, à la faveur du premier bloc que nous avons attribué en 2008, nous avons mis en place un projet intégré qu'on appelle projet intégré Agadem. Parce qu'il y avait des gisements, 3 gisements particulièrement, qui avaient été évalués. Et ces 3 gisements-là ont servi à construire donc, un pipeline de 400,62 km et une petite raffinerie de 20 000 barils par jour. Et cette raffinerie de 20 000 barils par jour qui a été inaugurée en novembre 2011 nous a quand même beaucoup servi et aujourd'hui, elle garantit quand même une quelconque indépendance énergétique du Niger. Maintenant, à partir de cette année, donc vous savez qu'il y a eu des événements en juillet 2026. Nous avons, il y a eu un coup d'État, un changement de régime,
et les nouvelles autorités qui sont arrivées, ont pris à bras le corps le développement du secteur du pétrole et elles ont accéléré les choses au point où aujourd'hui nous sommes dans la phase d'exportation du pétrole. Donc, c'est le 19 mai. Aujourd'hui, nous sommes donc le 29. Le 19, ça fait donc 10 jours que le premier baril du pétrole du Niger a commencé à être exporté sur le marché international. Donc, à partir de Cotonou, parce que il a fallu la construction d'un pipeline qui quitte les gisements d'Agadem, donc là où se trouvent donc les gisements pétroliers, jusqu'au port de Cotonou, donc au Bénin. Donc, nous avons construit un terminal pétrolier avec un pipeline de 1950 km. C'est le plus long pipeline existant en ce moment en Afrique. Donc, depuis 10 jours, le Niger a commencé à exporter 90 000 barils par jour, indépendamment des 20 000 barils par jour qui étaient exploités pour le raffinage et la consommation nationale depuis novembre 2011. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, le Niger intègre donc les pays producteurs de pétrole et les dispositions que le gouvernement actuel est en train de prendre, ce que nous n'allons pas accepter, comme les autres pays africains, dont les économies se sont totalement endossées sur les ressources pétrolières. Non, nous avons une politique avec donc le nouveau régime que nous avons, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Donc, nous avons une politique de diversification économique. Nous allons utiliser notre pétrole pour diversifier l'économie. Mais le pétrole en lui-même, c'est-à-dire qu'il va dans le cadre donc énergétique, nous allons diversifier notre mix énergétique. Nous n'allons pas nous adosser à une seule ressource. Dans tous les cas, vous savez que les pays au sud du Sahara ont un bilan énergétique qui est beaucoup plus, qui a un accent beaucoup plus marqué sur les énergies de la biomasse, sur les énergies rurales. Donc, c'est une tendance que nous voulons inverser avec le pétrole et avec donc les autres ressources énergétiques, notamment, ça va peut-être vous surprendre, l'uranium, pour lequel donc nous avons un cycle nucléaire l'un des plus avancés en Afrique, parce que l'exploitation uranifère a commencé au Niger depuis 1969. Actuellement, après près d'un demi-siècle d'exploitation d'uranium, nous sommes à la phase de production de l'uranate. Et aujourd'hui, sur les sites d'exploitation d'uranium, vous n'avez aucun expatrié. Ce sont les Nigériens seuls qui sont là, qui arrivent à exploiter l'uranium, le traiter jusqu'à la production de l'uranate. Et il nous reste maintenant la phase d'enrichissement donc, de ce uranium-là. Maintenant, avec donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous avons dans ce cadre-là aussi des avancées assez considérables pour l'institutionnalisation du secteur de l'uranium. Et je crois qu'en Afrique, nous occupons peut-être le premier ou le deuxième rang en termes d'avantages comparatifs sur le développement de la filière uranifère dans notre pays. C'est pour vous dire que donc le Niger est un pays qui a beaucoup de ressources énergétiques. Je vous ai parlé du pétrole, je vous ai parlé de l'uranium. Nous avons le soleil, nous avons un territoire qui a 1 187 000 km². Et sur chaque mètre carré, tenez-vous bien, nous avons un flux énergétique solaire qui varie de 6 à 7 kWh par mètre carré. Alors ça, nous avons un taux d'ensoleillement de 12 à 14 heures par jour. Donc si nous avons des ressources, des équipements nécessaires pour valoriser donc les ressources solaires, je crois que nous avons suffisamment d'énergie électrique à exporter à partir donc des ressources solaires. Nous avons le biogaz, nous avons l'énergie éolienne, nous avons la biomasse. Donc, c'est pour vous dire que le Niger, c'est un pays qui se trouve être une sorte de hub énergétique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je ne finirai pas. Donc, de toute façon, en dehors donc, des ressources énergétiques en tant que telles, le Niger aussi est un pays qui regorge de beaucoup de ressources minières, notamment donc les métaux rares et les minerais stratégiques, tels que le lithium, le coltan, le cobalt, nécessaires pour le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est pour vous dire que le Niger actuellement est vraiment très, très, très avancé et avec les nouvelles autorités aussi qui sont arrivées ici, qui sont là aujourd'hui, qui ont pris vraiment à bras le corps. Donc, le développement de ces ressources énergétiques d'une manière générale et le secteur pétrolier de façon particulière. Et je crois à terme, donc, nous avons le projet de construction d'une raffinerie de pétrole, une nouvelle raffinerie de pétrole,
qui va être connecté donc à un complexe pétrochimique. Là, c'est une question donc que je vais peut-être aborder dans la deuxième partie où je dois parler donc de la transition énergétique et notre politique de transition énergétique. Donc, aujourd'hui, en résumé, le Niger, nous avons le potentiel nécessaire, nous avons les énergies fossiles, certes, mais nous avons aussi une abondance de l'énergie renouvelable. Le Niger, comme les autres pays africains, ne contribue que 4% de la pollution atmosphérique mondiale. Donc, je crois que les pays européens, les pays développés, qui ont mis presque un siècle à exploiter nos ressources pétrolières et qui sont développés avec nos ressources pétrolières, je crois quand même qu'ils doivent avoir donc la scrupule de laisser les pays africains se développer avec l'abondance de leurs ressources pétrolières. Et les ressources pétrolières, je vous dis bien que le Niger est potentiellement une puissance à l'image de l'Algérie, du Nigeria et de la Libye. Donc, je m'arrête là. Donc, pour vous prendre peut-être un peu plus tard et vous parler de notre politique de transition énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gaïa. Vous nous avez vraiment offert un tour d'horizon exhaustif sur les ressources énergétiques du Niger, qui sont, comme vous l'avez mentionné, diversifiées entre le pétrole, le solaire, l'uranium, les métaux, qui sont un élément clé justement de la transition énergétique. Et je pense que vous avez mis l'accent sur un élément important qui est la diversification économique des pays qui sont riches en pétrole. Donc, ça leur ajoute déjà euh, une ça les met plutôt dans une position privilégiée en ce qui concerne la transition, vu qu'ils ne seront pas dépendants que des ressources pétrolières. Justement, en rebondissant sur le cas du Niger et en élargissant le champ d'analyse au continent, donc je me tourne vers vous, Monsieur Perrin. Donc, à votre avis, comment voyez-vous l'évolution des marchés du pétrole et de gaz en Afrique suite justement à la COP 28? Et d'après vous, quel serait l'avenir des acteurs pétrogaziers? Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation à ce webinaire. Je vais commencer par suivre un petit peu ce qu'a dit Monsieur Gaga à la fin de son intervention, parce que ça fait vraiment une très bonne transition entre les questions que vous nous avez posées. Je suis persuadé que les marchés pétroliers et gaziers en Afrique vont se développer et se développer de façon importante dans le moyen terme et le long terme, au minimum. Alors, il y a plusieurs raisons importantes pour cela. La première, c'est que l'Afrique a un potentiel pétrolier et gazier, donc hydrocarbures, très important. Et un potentiel, à mon avis, largement inexploité. Donc, l'offre potentielle, elle est là. Il faut évidemment la mobiliser, la valoriser, la développer, mais les ressources sont là. S'il n'y avait pas de ressources, bien sûr, la question serait vite réglée. Du côté de la demande, si nous prenons l'ensemble du continent africain, qui est notre sujet d'aujourd'hui, nous avons donc une population actuellement évaluée à 1,4, 1,5 milliard de personnes. Projection des Nations Unies, avec évidemment les incertitudes liées aux projections démographiques, mais à l'horizon 2050, probablement environ 2,5 milliards de personnes en Afrique. Cela veut dire forcément qu'il y aura un besoin, bien sûr, d'énergie, c'est vital, mais de nettement plus d'énergie qu'aujourd'hui, à travers cette dynamique démographique. Troisième élément, les dynamiques de développement économique. L'énergie, c'est ce qui fait tourner le moteur économique de la planète, c'est ce qui permet le développement économique. Et donc, l'Afrique aura besoin de plus d'énergie par rapport à sa croissance démographique et par rapport, évidemment, à sa croissance et à son développement économique. Quatrième élément, et M. Gaïa l'a évoqué, le continent africain, dans son ensemble aujourd'hui, c'est à peu près 4% des émissions mondiales de CO2, dioxyde de carbone, le principal agent de l'effet de serre et du changement climatique. Donc 4%, c'est quand même pas beaucoup. Les 96%, qui sont quand même la principale partie, sont ailleurs, ne sont pas sur ce continent, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. L'ensemble du continent africain, toujours, c'est à peu près 3,5% de la consommation mondiale d'énergie primaire, toutes les énergies. Hydrocarbures, charbon, hydroélectricité, renouvelable, nucléaire. L'Afrique, c'est à peu près 4% seulement de la consommation mondiale de pétrole et de gaz aujourd'hui. Donc,
quasiment rien. Et puis, quand on regarde la consommation d'énergie primaire par habitant sur l'ensemble du continent africain, c'est le cinquième de la moyenne mondiale seulement. Donc, il y a des marges de progression. C'est 6% seulement de la consommation par habitant de l'Amérique du Nord. C'est seulement 12% de la consommation par habitant d'énergie de l'Europe. Euh, Autre élément, du fait de ce potentiel en ressources pétrolières et gazières, nous voyons en Afrique émerger de nouveaux pays producteurs de pétrole et de gaz. Nous verrons émerger de futurs, mais futurs dans les mois ou les années qui viennent, pays producteurs de pétrole et de gaz. Et nous avons par ailleurs des pays qui sont des producteurs existants, mais qui ont le potentiel et qui ont commencé à le faire, à accroître leur production. Et on évoquait tout à l'heure le cas du Niger, il y a quelques minutes, avec c'est la fin du développement de cet oléoduc qui permet d'avoir un débouché sur l'Atlantique, donc d'exporter, et la production de pétrole du Niger a donc augmenté très fortement, comme M. Gaillard vient de le rappeler. Euh, Par rapport à des nouveaux pays producteurs, pensons au Mozambique, qui est devenu en novembre 2022, pour la première fois dans son histoire, un pays producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié, et qui a le potentiel de monter beaucoup plus haut dans les années qui viennent. Quant à des futurs producteurs, pensons au Sénégal, qui va produire du pétrole exporté à partir de cette année. Sénégal, Mauritanie, production et exportation de gaz naturel vers probablement la fin 2024. Ouganda, futur producteur exportateur de pétrole, probablement en 2025. Et sans doute vers 2028, production et exportation de gaz en Tanzanie, production de gaz en Afrique du Sud, production de pétrole sans doute très importante en Namibie, etc., etc. Et puis, dernier point, peut-être pour répondre à votre question, regardons un peu l'attitude d'organisations intergouvernementales qui réunissent des pays pétroliers et gaziers. Et je pense à trois d'entre elles, deux qui sont mondiales et une qui est africaine. Et la troisième, M. Gallia la connaît très bien. Alors, je commence par les deux mondiales, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et le Forum des pays exportateurs de gaz. Et au niveau africain, APPO, ce qui est l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Que nous disent ces trois organisations? Le 13 décembre 2023, c'est-à-dire le dernier jour de la COP 28, nous avons une rencontre OPEP, Forum des pays exportateurs de gaz. Et il y a un communiqué commun. Ils nous disent la chose suivante. Il faut continuer à investir dans le pétrole et dans le gaz. Et il faut même investir plus. L'OPEP, 12 pays membres. Sur les 12 pays, 6 pays africains. Le Forum des pays exportateurs de gaz, 12 pays membres. 5 pays africains sur les 12. 8 pays observateurs, dont 4 pays africains. Et l'APO, par définition, que des pays africains, parce que c'est l'Afrique, sauf erreur, 18 pays. Aucune de ces organisations ne nous dit, après la COP28, en Afrique, on va arrêter d'investir dans le pétrole et dans le gaz. Donc, pour toutes ces raisons-là, clairement, le marché pétrolier et gazier en Afrique va se développer à court terme, à moyen terme et à long terme. Merci, Monsieur Perrin. Vous avez justement mis en lumière les différents enjeux énergétiques de l'Afrique dans un contexte plus large de croissance économique, démographique et hausse de la demande d'énergie. Et justement, le besoin de sécuriser un mix énergétique diversifié qui comptera bien évidemment le pétrole et le gaz. Et cela, je pense, met justement l'accent sur non seulement l'existence d'une seule transition énergétique, mais de plusieurs transitions et ces transitions-là ne se dérouleront pas forcément à la même vitesse que celle des pays avancés. Donc, cela remet en jeu aussi cette question de transition équitable qui tienne compte aussi des contextes socio-économiques des pays concernés. Donc, je reviens vers vous, Madame Ben Khadra, et en parlant de perspective,
Et compte tenu que le secteur de l'énergie fait l'objet de nombreuses innovations, à votre avis, quel rôle peuvent jouer les technologies innovantes dans la transition énergétique au Maroc et comment le NIM se prépare-t-elle à intégrer ces nouvelles innovations? Merci donc pour cette interpellation et cette question. Je voudrais juste, avant de parler des technologies innovantes, rappeler que le Maroc, qui n'est pas encore un grand pays producteur pétrolier ou gazier, a dès 2009, grâce à la vision de Sa Majesté, mis en place une stratégie énergétique pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la diversification des sources, la disponibilité de l'énergie au meilleur coût et dans le cadre d'une intégration régionale. Et parmi les axes majeurs de cette stratégie, il y avait une volonté et une décision qui a été mise en œuvre, celle de développer les riches potentiels d'énergie renouvelable dont regorge le Maroc en termes de ressources éoliennes, solaires, et également de mobiliser toutes les ressources hydroélectriques à travers nos barrages et nos installations. Il y a également toute la politique d'efficacité énergétique et on sait tous que l'efficacité énergétique est essentielle pour consommer mieux dans un processus où on consomme plus, puisqu'il y a une croissance euh, nécessaire et donc elle doit être accompagnée d'une augmentation, mais d'une amélioration de l'efficience de cette consommation et donc toute une politique d'efficience et d'efficacité énergétique déployée dans différents secteurs, que ce soit d'abord dans l'énergie, mais également dans l'industrie, dans l'habitat, dans le tourisme, et tout ça pour limiter les surconsommations ou les pertes de consommation. Il y a également la volonté d'une intégration régionale parce que nous considérons que de par la position géostratégique du Maroc à, à, à quelques pas de l'Europe et également comme point d'entrée à toute l'Afrique subsaharienne, il y a déjà une intégration dans le cadre du gaz avec l'intégration qu'il y a entre le Maroc et l'Espagne et le Portugal, mais il y a également tout un travail d'intégration dans le cadre électrique vers le sud, vers la Mauritanie et aller plus bas, de manière à pouvoir contribuer à l'organisation d'un marché intégré de l'énergie, que ce soit pour l'électricité ou demain, je l'espère, avec les projets qui sont en cours dans le cadre du gaz. Et donc, une politique basée sur un certain nombre de piliers qui sont tous en marche aujourd'hui, qui font que le Maroc aussi est cité comme pays modèle dans le déploiement des énergies renouvelables avec les grands plans solaires et éoliens qui ont été réalisés à date, mais également avec l'accélération que va connaître cette dynamique d'ici 2027 et 2030 pour que les capacités installées en ressources solaires et éoliennes puissent atteindre 52% de la capacité installée. Et en parallèle de cette dynamique qui nous permet de développer les énergies renouvelables et de pouvoir réduire un peu notre dépendance extérieure, il y a un certain nombre, comme vous l'avez cité tout à l'heure, de technologies innovantes sur lesquelles le Maroc est également penché. Je voudrais d'abord rappeler la feuille de route de l'hydrogène naturel qui a été lancée par le gouvernement conformément aux orientations aussi de Sa Majesté, une feuille de route qui va permettre, dès que l'hydrogène sera compétitif, de pouvoir jouer un rôle fondamental dans notre région, puisque le Maroc dispose de conditions euh, de, en termes de solaire et d'éolien extrêmement favorables, notamment sur toute la côte atlantique et dans les provinces du Sud, dispose également de terres disponibles en grande quantité pour pouvoir abriter toutes les capacités d'énergie renouvelable qui doivent être construites pour ensuite dessaler l'eau de mer et produire de l'hydrogène vert, puis après de l'ammoniac. Donc, toutes les conditions ont été mises dans cette feuille de route pour faire en sorte que le Maroc puisse jouer pleinement son rôle dans sa région en termes de producteurs d'hydrogène vert et d'ammoniac vert et de contribuer aussi à l'approvisionnement de l'Europe qui a fixé également un certain nombre d'objectifs pour l'horizon 2030 et ultérieurement. Donc, sur l'hydrogène vert, nous savons qu'il y a énormément d'innovations en cours, de recherche technologique pour réduire les coûts et pour monter en échelle, puisqu'il s'agira de grandes capacités à construire. Nous travaillons également sur la géothermie, qui peut être une source de recours à l'énergie un peu plus propre. Et donc, l'ONIM a mis en place depuis plus d'une décennie évaluer tout le potentiel géothermique du Maroc et identifier des zones prometteuses, notamment dans le Maroc nord-oriental et dans les provinces du Sud, et qui pourraient faire l'objet de certains développements pour certains d'entre eux. Nous avons également lancé toute une dynamique pour l'hydrogène naturel. Nous avons identifié toutes les zones
favorable à la concentration d'hydrogène naturel et nous menons des travaux de détail, notamment dans la zone sud, dans la Meseta et dans la région de Ben Slimane. Et nous avons signé des partenariats avec des opérateurs qui maîtrisent aussi cette filière, de manière à pouvoir nous positionner assez rapidement dans les années à venir. Nous travaillons également sur le stockage du CO2, comme vous le savez, dans le cadre de cette transition et de la décarbonation d'un certain nombre d'industries. Certains de nos grands industriels, comme les cimentiers par exemple, doivent absolument décarboner et avoir un produit vert. Ils sont donc dans une dynamique de se fixer des objectifs pour produire un ciment vert. Et donc, qui dit ciment vert dit captage du CO2 et son stockage. Et donc, là aussi, nous avons identifié des zones qui pourraient être favorables au stockage de CO2 et nous travaillons avec des partenaires de choix pour la caractérisation de ces zones et pour développer, je l'espère, un premier projet de captage avec notre grand cimentier Lafarge au Maroc et le partenaire européen qui travaille avec nous. Et donc, ce sera toute une chaîne de valeur entre le captage du CO2 que va faire l'industriel et le processus de transport et de captage du CO2 dans les cavités que nous sommes en train de caractériser. Enfin, il y a aussi le stockage de l'hydrogène. Et dans la feuille de route de l'hydrogène, l'ONIM est acteur dans la partie transport, notamment le transport de l'ammoniac vert ou de l'hydrogène vert. Et cela découle du fait que nous avons travaillé depuis plusieurs années sur le grand projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc. Je peux aussi tout à l'heure dire un petit mot dessus. Et donc, ces études d'ingénierie détaillées qui sont disponibles sont utiles également pour notre colonne vertébrale du transport de l'hydrogène. Donc, on a déjà un acquis sur ça. Et nous devons également accompagner la feuille de route de l'hydrogène vert avec l'identification et l'évaluation des zones de stockage de l'hydrogène vert. Donc, il y a comme ça plusieurs sujets. Donc, le stockage de l'hydrogène, le stockage, le CCUS, donc captage, stockage de CO2, et bien sûr l'hydrogène naturel, la géothermie, en parallèle d'une stratégie énergétique qui se déploie depuis 2009 en termes d'augmentation volontariste et déterminée de la part des énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique. Merci énormément, Madame Benfra, pour votre intervention très exhaustive et éclairante. Effectivement, il y a de nombreuses opportunités à saisir et de projets à développer. Et justement, en parlant toujours d'opportunités, Monsieur Gaïa, à votre avis, quelles opportunités technologiques voyez-vous pour les acteurs pétrogaziers du Niger dans le cadre justement de cette transition énergétique mondiale et notamment en termes de nouveaux marchés ou de nouvelles technologies? Oui, justement, donc je vais commencer donc mon intervention en prenant un peu ce que M. Perrin avait dit tout à l'heure là par rapport à la consommation primaire par habitant de l'Africain qui est l'une des plus basses du monde. En effet, l'Africain a la plus petite consommation, la plus faible consommation énergétique mondiale. Et quand vous prenez toute l'Afrique, la consommation varie entre 0,4 à 0,6 tonnes équivalent pétrole par habitant. Et maintenant, quand vous déduisez l'Afrique du Nord, qui a un standing de vie proche de l'Europe, et l'Afrique du Sud, donc l'Afrique subsaharienne se retrouve à un taux de consommation d'énergie primaire compris entre 0,2 et 0,3 tonnes équivalent pétrole. Et là aussi, dans cette consommation, vous avez dans le bilan énergétique au moins 50% donc de cette consommation du bilan énergétique ressort de la biomasse. Donc c'est pour vous dire que la consommation d'énergie moderne, on a encore du chemin à parcourir en Afrique. Et c'est pour ça, justement, avec ce que nous avons comme ressources très abondantes en termes de ressources énergétiques fossiles et ressources énergétiques renouvelables, donc avec toutes ces abondances-là, donc l'objectif de nos gouvernements, et ici donc le gouvernement du Niger, donc l'objectif c'est d'opter pour un développement durable avec à la clé une politique énergétique durable. Et donc, outre le développement donc, de ces abondantes ressources énergétiques fossiles et renouvelables, donc nous allons migrer vers un mix énergétique, mais nous allons également aller vers une orientation mondiale. Et cette orientation mondiale va vers donc, le respect donc, des questions environnementales. Donc,
euh, ces orientations donc, mondiales, elles sont énoncées par un certain nombre d'institutions internationales, notamment les Nations Unies, qui avaient, je ne sais pas si vous avez souvenance, depuis 2012, initié l'initiative énergie durable pour tous. Au niveau de l'Union africaine, nous avons la vision minière africaine. La Banque africaine de développement, nous avons le New Deal for Energy in Africa. Le Conseil mondial de l'énergie avec sa résolution du problème énergétique mondial. Alors, tous les pays africains vont respecter et aller donc dans cette option donc des institutions internationales, malgré la très faible émission, les très faibles émissions de gaz à effet de serre à partir de l'Afrique qui sont de 4%. Mais malgré cela, les Africains vont respecter justement cette tendance-là et promouvoir les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, d'autant plus que nous en avons en quantité. Et M. Perrin en a parlé, et puis Mme, Madame Benkradra aussi a parlé jusqu'à l'hydrogène vert qui est en train d'être développé au Maroc. Mais je dois vous dire que nous avons une certaine politique d'intégration sous-régionale, notamment entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et je dois vous dire que le Mali a découvert l'hydrogène naturel, pas l'hydrogène vert, mais l'hydrogène blanc, avec un potentiel de près de 700 milliards de mètres cubes. Et je crois que ça doit être les seuls gisements au monde. Et la politique sous-régionale va tendre justement à une synergie d'exploitation donc, de ces ressources au niveau donc, sous-régional. Donc voilà, le Niger veut vraiment connaître à partir donc, de ses ressources, notamment pétrolifères, une croissance économique durable et éviter vraiment de tomber dans un délabrement économique fatal. Et l'exemple de nombreux pays africains qui ont fait du pétrole les recettes principales budgétaires, nous voulons éviter justement que le pétrole puisse augmenter le PIB de façon à ce que, par exemple, vous prenez un certain nombre de pays africains où la part du pétrole brut sur les recettes budgétaires sont de l'ordre de 70 à 80%. Et en cas de baisse du prix du pétrole, justement, ces pays-là se retrouvent dans une situation économique très critique. Donc, nous, dès au départ, nous allons éviter cela. Et très prochainement, comme je le disais, nous allons construire une nouvelle raffinerie du pétrole. Et cette raffinerie du pétrole aura à côté un complexe pétrochimique. Donc, la raffinerie du pétrole, nous allons prendre le naphta et certains gaz qui vont constituer la matière première pour la production des produits de synthèse pétrochimique. Et ces produits de synthèse pétrochimique, nous avons des utilisations multiformes à faire de cela. J'étais il y a quelques années ministre de l'urbanisme du Niger. Donc, j'étais allé aux États-Unis. J'avais visité une usine de synthèse pétrochimique où on fabrique des murs d'habitation avec ces produits de la synthèse pétrochimique. On crée un moule, donc on fabrique donc les polymères et ces polymères-là sont versés donc, de ce moule-là et on fabrique des murs. Et ces murs-là, donc, nous sommes venus, nous avons construit une salle de classe ici au Niger, donc avec ces produits de la synthèse pétrochimique. Et vous savez bien qu'actuellement au Niger, nous avons entre 50 000 et 70 000 salles de classe en paillotte. En paillotte, c'est-à-dire qu'avec la paille, c'est avec donc les déchets champêtres. Donc, on prend la paille, on prend les arbres et on construit des salles de classe. Et très souvent, nous faisons face à des incendies et des incendies meurtriers. Et l'année passée, nous avons eu des dizaines et des dizaines de nos enfants qui ont été carbonisés dans des incendies à partir donc de ces salles de classe. Donc, l'usine de synthèse pétrochimique que nous allons construire, c'est justement pour construire des salles de classe. Nous en avons au moins 60 000 salles de classe donc en période que nous voulons changer. Maintenant, il y a les tables bancs. Les tables bancs, c'est avec le bois. Donc, nous allons préserver le bois. Nous allons utiliser les produits de la synthèse pétrochimique pour la fabrication des tables bancs pour les écoliers, mais aussi des tables et des chaises pour l'administration. Nous voulons fabriquer à partir de là des tuyaux goutte à goutte. Et ça, des millions de tuyaux PVC et de tuyaux goutte à goutte pour l'agriculture et pour le reboisement. Donc, c'est pour vous dire que nous voulons utiliser donc, les produits pétroliers qui sont eux aussi des produits de la synthèse pétrochimique pour justement augmenter l'utilisation d'un certain nombre de produits qui étaient initialement
produits issus de la biomasse. Et peut-être le ministre de l'Environnement voudra bien peut-être augmenter la taxe forestière pour décourager donc l'utilisation du bois de feu, le Niger étant déjà un pays désertique. Donc nous avons cette politique-là de ralentissement volontaire donc de ce désert-là en produisant donc ces produits de la synthèse pétrochimique, mais aussi en produisant de l'engrais et du gaz domestique pour la consommation domestique. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, particulièrement les femmes nigériennes, elles souffrent énormément pour la recherche de bois de feu, pour la cuisson. Il y en a qui font jusqu'à 5 à 10 kilomètres par jour, sous 45 degrés de chaleur, pour aller chercher le bois de feu pour la cuisson. Donc, je crois que la politique du gouvernement actuellement, c'est de préserver donc, ces femmes à ces tâches domestiques assez contraignantes pour permettre l'utilisation du gaz domestique, du gaz GPL, et les mettre donc à la disposition des femmes rurales pour donc leur alléger la tâche domestique. Donc voilà un peu, très brièvement, donc la politique qu'est en train donc de mener le gouvernement actuellement, le gouvernement du Niger, pour utiliser la technologie, cette technologie que nous voulons aller vers donc les énergies fossiles pour l'utilisation donc dans la synthèse pétrochimique, mais aussi les autres énergies. Et nous avons un autre capital énergétique qui est très important, mais que les gens considèrent comme étant une sorte de malédiction. Ce sont les déchets urbains. Les déchets urbains, donc actuellement, il y a l'Éthiopie qui a construit au niveau de sa capitale Addis Abeba une centrale thermique de production d'énergie électrique à partir des déchets urbains. Donc une centrale de 45 mégawatts. Nous avons nos villes qui sont très sales, et je crois que cette saleté-là participe aussi à la pollution de l'environnement. Donc l'utilisation de ces déchets urbains, de ces déchets ménagers pour la production d'énergie électrique, je crois que ça aussi, c'est un pas en avant dans le cadre de notre transition énergétique et de respect de l'environnement. Voilà donc, en attendant, s'il y a des questions de précision donc, à faire, je vais m'en arrêter là et peut-être je vais attendre s'il y a des précisions par rapport à notre politique ici au Niger de développement du secteur de l'énergie et notre avancée vers une transition énergétique qui sera utile pour nos populations. Mais je dois préciser que les énergies fossiles, c'est maintenant que nous avons commencé l'exploitation de notre pétrole, avec ce que nous avons comme potentiel, donc qui peut donc atteindre l'équivalent donc qui peut être donc le potentiel de la Libye, de l'Algérie, avec ce que nous avons comme potentiel. Je pense quand même qu'il n'est pas correct, il n'est pas raisonnable aujourd'hui de demander à des pays comme le Niger d'arrêter systématiquement l'utilisation de son pétrole, même le charbon. Nous avons le charbon et je crois qu'il y a des technologies aujourd'hui, des technologies qui sont en train d'être développées pour l'utilisation du charbon propre. Et je crois que nous allons aller dans ce sens-là pour l'utilisation donc de cette technologie, l'énergie propre à partir donc du charbon. Les énergies renouvelables, nous en avons, nous allons les utiliser. Nous avons le soleil. Nous n'allons pas permettre à ce soleil-là de continuer à nous brûler. Je vous disais tout à l'heure que c'est sous 45 degrés que nos femmes, nos mères, elles parcourent 4, 5, jusqu'à 10 kilomètres pour chercher le bois de feu. Donc, il est temps quand même qu'on fasse des chauffe-eau solaires, des cuisinières solaires, pour elles évitent donc de se déplacer. Nous avons les maternités, il faut que les femmes, pour avoir de l'eau chaude dans les maternités, qu'on puisse équiper nos maternités de chauffe-eau solaire. Et je crois que c'est la politique que notre gouvernement actuellement est en train donc de mener et les bases donc de cette politique que nous sommes en train de jeter. Voilà donc, madame, ce que je peux très brièvement dire par rapport donc à l'aspect technologique de la transition énergétique que notre pays, le Niger, entend mettre en place. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gaïa. On voit justement cette double stratégie à la fois du développement du pétrole et du gaz, mais aussi des énergies renouvelables. Et cela prouve encore une fois que pour le court terme, la coexistence de ces sources d'énergie est nécessaire afin de construire les bases solides pour un développement économique et social durable. Donc, pour conclure ce tour de table, je me tourne vers vous encore une fois, Monsieur Perrin. Donc, quelles sont selon vous les plus grandes opportunités, les plus grands risques pour les acteurs pétrogaziers africains, surtout dans ce contexte actuel de transition énergétique mondiale? Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités, mais vous avez raison, il y a aussi quelques risques.
Il serait étonnant qu'il n'y ait que des opportunités et pas des risques, bien sûr. Alors commençons par les opportunités. D'abord, il y a un potentiel pétrolier et gazier important. Donc ça, bien sûr, c'est une opportunité pour des acteurs pétroliers et gaziers. S'il n'y a pas de potentiel, les acteurs pétroliers et gaziers ne sont par définition pas intéressés. Deuxièmement, il y a un potentiel d'accroissement important de la demande lié aux évolutions démographiques et économiques en termes de développement que nous avons évoquées tout à l'heure. Donc, je n'y reviens pas, je le rappelle simplement, mais ça fait partie des opportunités. Il ne faut pas l'oublier, bien sûr, dans la liste. Troisièmement, l'Afrique a un potentiel, outre sa demande interne croissante, un potentiel d'exportation, notamment vers l'Europe et vers l'Asie, qui sont deux des trois plus grands marchés mondiaux pour le pétrole et le gaz. Le troisième, c'est l'Amérique du Nord, mais là, il n'y a pas de potentiel d'exportation puisqu'on a trois pays, Canada, États-Unis, Mexique, qui sont trois pays pétroliers et gaziers. Donc, l'Amérique du Nord est une région exportatrice nette d'hydrocarbures. Mais par contre, ce n'est pas le cas du tout de l'Europe et de l'Asie, qui sont des régions importatrices nettes et fortement de pétrole et de gaz. Autre point, de nombreux pays africains, de nombreux États africains, dans toutes les régions du continent, sont désireux d'accroître et d'encourager les activités pétrolières et gazières. Et c'est un élément très important parce que pour investir dans un secteur comme l'énergie, où on investit des milliards et des milliards de dollars, la question du climat de l'investissement est particulièrement essentielle. Autre élément, nous l'avons évoqué également dans le premier tour de questions que vous nous avez posé tout à l'heure, l'Afrique émet très peu de gaz à effet de serre, à peu près 4% du total mondial. Donc, on peut penser assez logiquement que par rapport à de nouveaux et de futurs projets pétroliers et gaziers en Afrique, il sera quand même difficile de dire aux pays africains concernés, non, vous n'avez pas le droit de lancer de nouveaux projets, alors que le continent dans son intégralité, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ne représente pas plus que 4% des émissions mondiales de CO2. Donc, pas mal d'opportunités. Mais bien sûr, il y a aussi des risques. Comme partout, il y a un certain degré de risque politique. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique, il y a des risques politiques partout. Ils peuvent être plus importants ici que là, et plus importants dans certains pays du continent que dans d'autres. On a en tête, par exemple, les problèmes du Nigeria dans le delta du Niger pour les activités pétrolières depuis de nombreuses années. C'est un risque politique qu'on ne peut pas sous-estimer. Pour prendre un autre exemple, dans le domaine du gaz, Mozambique, donc pays très récent pour le gaz naturel liquéfié. Depuis novembre 2022, ce pays produit et exporte du gaz naturel liquéfié avec un projet qui a été achevé. Mais on prévoit dans ce pays de développer deux autres projets de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié. Normalement, ils devaient entrer en production vers 2025. Ce ne sera pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entreront pas en production, mais pas en 2025, quelques années plus tard, parce que ces projets ont été interrompus dans leur développement par un risque politique élevé dans le nord du Mozambique, où ces projets gaziers sont localisés, notamment lorsque un groupe djihadiste a pris le contrôle d'une ville dans le nord du Mozambique, située tout près d'un des sites de développement gazier, un projet donc, dont Total Energy est le chef de file. C'était il y a 3 ans, au printemps 2021. Ce projet a donc été arrêté pour des raisons de sécurité. Et au moment où nous parlons, il n'a pas encore repris. Je suis persuadé qu'il va reprendre, mais ce projet a quand même pris 3 ans de retard. Non pas parce que Total Energy, ses partenaires, ne veulent pas développer ce projet, ils veulent le faire, mais parce qu'il y avait un degré élevé de risque politique qui a été largement réduit par l'intervention du Rwanda dans le nord du Mozambique et par le soutien apporté à certains autres pays aux forces de sécurité du Mozambique. Mais pour l'instant, donc, on a pris au minimum 3 ans de retard. Deuxième risque, la question du financement. Financer des projets pétroliers et gazés, ce n'est jamais facile, parce que c'est des projets qui coûtent cher en termes d'investissement, des milliards de dollars.
Prenons un exemple, le projet pétrolier Ouganda. L'Ouganda va donc devenir un pays producteur de pétrole, exportateur de pétrole l'an prochain en 2025. Coût d'investissement de ce projet, 10 milliards de dollars. Et c'est un coût typique pour de grands projets pétroliers et gaziers. Donc, c'est pas toujours facile de financer des investissements de cette taille-là. Et dans le contexte de la transition énergétique, certains acteurs, souvent à l'extérieur du continent africain, vont dire il ne faut plus de financement pour le pétrole et le gaz parce que énergie fossile, donc changement climatique, donc c'est très mauvais pour la planète. Je suis persuadé que les projets en Afrique vont continuer à trouver des financements, mais il est certain que trouver un financement en 2024 pour un grand projet pétrolier et gazier, c'est plus compliqué que, par exemple, en 1984 ou en 1964 ou en 1900 ou en 2004. C'est certain. Donc, la question du financement. Ce n'est pas sans solution, mais c'est plus compliqué. Troisième élément en termes de risque, des risques d'image et de réputation lié là encore à une certaine conception de la transition énergétique, qui voudrait que on doit arrêter tout investissement dans les énergies fossiles, ce qui n'est pas, à mon avis, pas possible ni pour le monde, ni encore moins pour l'Afrique. Prenons ce projet pétrolier Ouganda. Donc, le pétrole sera produit en Ouganda à partir de l'an prochain et exporté par un oléoduc qui traversera l'Ouganda et la Tanzanie pour arriver sur l'océan Indien pour être exporté par navire pétrolier, donc par tanker. Projet pétrolier, donc Ouganda-Tanzanie, 10 milliards de dollars d'investissement. Un consortium, Total Energy, le groupe français, la CNOOC, un grand groupe pétrolier étatique chinois, et deux compagnies nationales, une l'Ouganda, UNOC, Uganda National Oil Company, et l'autre Tanzanie, TPDC. C'est ce consortium, et notamment ses chefs de file, notamment Total Energy, sont très critiqués en France et en Europe en disant il faut arrêter ce projet, il ne faut pas que ce projet continue. Et donc, que de la part des acteurs pétroliers qui s'engagent dans ce contexte de transition énergique et d'une certaine conception de la transition en disant plus de nouveaux projets, il y a des risques en termes d'image et de réputation. Et puis peut-être un dernier élément, cela veut dire que bien sûr, ces projets, ces nouveaux projets, ces futurs projets pétroliers et gaziers, et le comportement des acteurs pétroliers et gaziers en Afrique, que ce soit des compagnies africaines ou étrangères travaillant en Afrique, devra de plus en plus être, j'ai envie de dire, au-dessus de tout soupçon. Et donc, sur le plan environnemental, sur le plan climatique, on ne conduit pas et on ne développe pas un projet pétrolier et gazier aujourd'hui, en 2024, comme on le faisait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Parce que beaucoup de choses ont changé, et heureusement, dans le sens d'un plus grand respect de l'environnement et la protection du climat. Un exemple intéressant, c'est le groupe italien Eni, qui développe et qui exploite le champ Baleine, un gros champ pétrolier et gazier en mer au sud de la Côte d'Ivoire. Ce champ est entré en production fin août 2023 et sa production va monter en puissance fin 2024 et dans les quelques années qui viennent parce que c'est un gros champ, comme son nom l'indique, baleine, par définition baleine, ce n'est pas petit, c'est gros en termes de pétrole et de gaz. Le groupe italien Eni, qui est l'opérateur de ce champ, en association avec Petroci, la compagnie nationale de la Côte d'Ivoire, entend faire de Baleine le premier projet pétrolier en Afrique qui sera neutre en carbone. Alors c'est un pari. Hein. Nous verrons dans les années qui viennent si Eni et Petroci tiennent ce pari. Ils en ont pris l'engagement. Cet engagement a été pris publiquement, donc le monde entier le sait. Donc ils seront évidemment suivis de très près. Et cela veut dire que de plus en plus en Afrique comme ailleurs, quand on fait de nouveaux projets pétroliers et gaziers, ce qui à mon avis est indispensable dans le monde et encore plus en Afrique, il faudra être absolument irréprochable sur le plan de la façon dont on conduit ce projet du point de vue environnemental et climatique. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, pour ce tour d'horizon des risques justement importants pour les acteurs pétro-gaziers africains. Donc, il ne nous reste que quelques minutes avant la fin de ce webinaire et de ces discussions passionnantes. Donc, je vous propose de le conclure par une question ouverte qui vous servira un peu de conclusion. Euh, à votre avis, quel serait ou quel rôle les partenariats publics-privés peuvent-ils jouer dans ce secteur énergétique, que ce soit au Maroc
ou en Afrique? Juste quelques mots brefs pour conclure de la part de nos panélistes. J'inviterai peut-être Madame Ben Khadra à nous donner son point de vue et on poursuivra. Madame Ben Khadra, votre micro. Oui, donc merci Rine pour cette dernière question. Le secteur de l'énergie et surtout avec les perspectives de développement des énergies renouvelables, de la transition verte, des besoins extrêmement importants, comme on vient de le citer pour le développement de l'Afrique, nécessiteront des investissements considérables. On parle de plus de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2035, et ce qui suppose que les États à eux seuls n'auront pas les moyens de pouvoir faire face à ces besoins en capitaux et en financement. Et donc, il en découle immédiatement la nécessité de poursuivre et d'améliorer le partenariat dans le développement de ces projets. Et dans le cadre de ce partenariat, bien sûr, le recours au PPP est devenu aujourd'hui un outil extrêmement important et dynamique pour lever les financements et pour faire réaliser les projets dans le cadre de ce partenariat public-privé. Et moi, je pense donc que le recours à ce modèle de financement et à d'autres modèles innovants de financement seront extrêmement importants et utiles pour faire face aux multiples besoins et aux multiples défis de l'investissement dans nos pays, notamment en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Kayas. Vous avez aussi vos perspectives vis-à-vis du rôle du secteur privé en guise de Oui, complément. c'est ça. Le secteur privé comme a un très grand rôle à jouer. Et tout à l'heure, M. Perrin parlait du financement des investissements qui sont quand même assez colossaux. Et le secteur énergétique d'une manière générale, et le secteur pétrolier en particulier, est un secteur très capitalistique et qui a besoin quand même de beaucoup de capitaux. Et aujourd'hui, les pays africains, au stade de développement économique où ils sont, n'ont pas ces ressources financières nécessaires pour financer les besoins, tous nos besoins en énergie électrique particulièrement. Et je crois que c'est M. Perrin qui parlait de près de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est bel et bien cela. Donc, nous avons près de 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie. Et cette énergie-là, elle est trop capitalistique. Et quand vous voyez ces populations-là, ce sont des populations qui sont extrêmement pauvres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau de l'électricité, nous avons plusieurs tranches. Nous avons des tranches qu'on appelle tranches économiques, mais nous avons aussi des tranches qu'on appelle tranches sociales. Les tranches sociales, c'est le gouvernement qui subventionne une partie de l'électricité pour permettre donc à la population très pauvre d'accéder à cette électricité. Sinon, elle n'a pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir donc accéder à cette électricité-là. Donc, nous avons besoin d'un partenariat public-privé, mais avec en toile de fond aussi la promotion du contenu local. Parce qu'il faudrait bien que le capital étranger qui va venir investir dans le cadre donc d'un partenariat avec le public, donc le gouvernement, il faudrait bien qu'en toile de fond, nous ayons aussi nos compétences nationales qui doivent se promouvoir. Donc, d'où donc la promotion du contenu local donc dans l'industrie pétrolière particulièrement, mais aussi dans les autres secteurs énergétiques. Donc, je crois que le secteur privé, nous sommes en train de créer les conditions juridiques et stratégiques pour lui permettre justement d'accéder à notre marché. Le marché il y est, mais on doit tenir compte aussi de la richesse du pays et de la richesse de nos populations. Voilà ce Merci. que je peux dire pour Merci. cette... Merci beaucoup. Monsieur Perrin, quelques mots pour conclure. Dans le secteur de l'énergie en général, y compris le secteur pétrolier et gazier, il y a une longue et ancienne tradition de coopération entre le public et le privé. C'est un secteur stratégique. Donc l'État, forcément, est concerné par le secteur de l'énergie, dont les hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Il n'y a pas un pays dans le monde, un État dans le monde qui va vous dire l'énergie, je ne m'en occupe pas, le pétrole et le gaz, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas possible.
Il y a des enjeux de souveraineté nationale, donc c'est l'État. Il y a des enjeux d'approvisionnement de l'économie, c'est essentiel. Il y a des enjeux d'accès à l'énergie pour la population, pour l'industrie, pour les entreprises. Donc l'État a un rôle important à jouer dans un secteur aussi stratégique. Par ailleurs, comme le disait tout à l'heure M. Gaïa, bien sûr, l'État n'a pas les moyens de tout faire, notamment des États dans des pays en développement. Et donc, le secteur privé a un rôle important à jouer, au moins à quatre titres. D'abord, sur certaines compétences technologiques extrêmement pointues. Quand vous faites, par exemple, du gaz naturel liquéfié, il y a très peu de pays en développement dans le monde, pas seulement en Afrique, qui peuvent dire, moi, je vais faire tout seul un projet d'exportation de gaz naturel liquéfié. Ils vont avoir besoin de la coopération des plus grandes compagnies pétrolières internationales, que l'on appelle les majors. Madame Ben Khadra en parlait tout à l'heure. Donc, compétences technologiques, puissance financière. On parle d'investissements pour lesquels l'unité, c'est le milliard de dollars. Et pas 1 ou 2 milliards de dollars, mais de très nombreux milliards de dollars. Également, la capacité à gérer de très gros projets. Les grandes compagnies pétrolières mondiales sont en quelque sorte des chefs d'orchestre. Elles ont l'expérience, une expérience mondiale, et depuis des dizaines d'années, et parfois depuis un siècle, et parfois depuis un peu plus d'un siècle, pour les plus anciennes. L'ère pétrolière moderne commence il y a à peu près 160 ans aux États-Unis. Donc, un ExxonMobil, par exemple, c'est une histoire de 160 ans dans le pétrole et le gaz, dans le monde, bien sûr. Donc, capacité à gérer de très grands projets, à coordonner de nombreux acteurs, ce rôle de chef d'orchestre qui n'est pas du tout évident à assumer. Et puis, la recherche de marché à l'exportation, en n'oubliant pas, bien sûr, que pétrole et gaz, ça ne doit pas seulement être vu comme un marché d'exportation, il y a des besoins importants et croissants en Afrique, mais quand on est sur un très gros projet, il y aura souvent un surplus exportable et les grands acteurs pétroliers privés connaissent évidemment depuis une dizaine d'années le marché international du pétrole et du gaz. Ils le connaissent même très bien. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, je tiens à remercier chaleureusement nos trois intervenants pour leurs interventions enrichissantes et éclairantes. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.